Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Babillage Social, le podcast du social et du médico-social. Ce podcast vise à donner la parole aux professionnels de l'accompagnement à la personne pour partager des moments marquants de leur vie professionnelle. Je suis Ayette Kanissi, chef de service dans le médico-social. Je suis Sylvain Barieux, chef de service aussi dans le médico-social. Aujourd'hui, on accueille Fanny Labatte et Emmanuel Darnis. Alors Fanny Labatte qui est travailleuse sociale, mais je vais laisser se présenter, et Emmanuel Darnis qui est directrice adjointe d'un établissement médico-social. Fanny, on va te laisser la parole et nous présenter ta situation. Ok, merci de m'accueillir dans Babillage Social. Fanny Labatte, j'ai 49 ans. Je suis travailleur social sur l'insertion par le logement depuis 20 ans maintenant. J'ai un diplôme de conseiller en économie sociale et familiale. J'avais envie aujourd'hui de vous parler de ce qui marche ou de ce qui marche pas, ou comment on peut accompagner quelqu'un qui sort de la rue et pour l'aider à se maintenir dans un logement, puisque c'est ça l'enjeu, c'est de permettre à des personnes de pas retourner à la rue. Donc j'ai travaillé au sein de différents dispositifs d'accompagnement des personnes sans logement, et là depuis 6 ans c'est vraiment du logement d'urgence que je fais avec une équipe. Et on s'interroge toujours sur ce qui va faire déclic pour que la personne se donne les moyens de respecter toutes les normes qu'on lui demande de respecter pour rester dans un logement. Puisque cette demande de logement, quand on est à la rue, elle est logique. On suppose que toutes les personnes qui n'ont pas de toit en veulent un. Et puis on s'aperçoit vite que quand on est sous un toit, et les problèmes qu'on avait avant sont toujours là, les traumatismes qu'on a vécus viennent empêcher, toute l'illusion qu'on mettait sur ce monde qui allait régler tous les problèmes, en fait tombe en miettes, puisque il y a toujours une addiction, pas ou peu de ressources, une grosse contrainte, puisque on empêche aussi les personnes d'être libres, comme elles peuvent parfois l'être dans la rue, même si c'est une liberté aussi avec beaucoup de contraintes. Donc on peut l'illustrer avec une situation, en effet, que j'ai en tête, sur quelqu'un, on va dire, pour lequel ça a marché, puisqu'aujourd'hui il est dans son logement autonome. Mais avec les collègues, on se pose toujours la question de qu'est-ce qui va faire que la personne va, on va dire, se soumettre à toutes ces règles qu'on lui impose. À quel moment ça va faire tilt pour accepter cette soumission et se sentir libre quand même, puisque c'est quand même un choix à la base de prendre un logement et d'en devenir responsable. Donc j'ai regardé les différentes situations. Bien souvent on arrive quand même sur un échec, sur notamment les hommes seuls qui ont passé beaucoup de temps à la rue. On voit bien que plus il y a de temps d'errance, plus c'est difficile de respecter des codes d'hygiène, de voisinage, administratif, etc. Néanmoins, quand on parvient à ce que les personnes s'approprient ce projet, il peut se passer des choses très intéressantes. Donc là, le monsieur auquel je pense, c'est quelqu'un qui a quand même été accédant à la propriété par le passé, donc c'est quelqu'un qui a eu vraiment les codes à un moment. Néanmoins, il y a eu la spirale, on ne sait pas trop par où ça a commencé, de la perte d'emploi, du divorce, de l'addiction à l'alcool, et puis de l'errance en tente, en abri de fortune, en hébergement, avec une dévalorisation croissante, etc., qui n'a pas duré plus de 5 ans, je dirais, donc peut-être aussi que c'est pour ça que ça marche, parce que ça n'a pas été trop long. Néanmoins,
Néanmoins, c'est quelqu'un qui se présente à nous comme j'ai besoin d'un logement et c'est tout, je suis apte à le gérer puisque je l'ai déjà fait. Et puis au fur et à mesure, on se rend compte que l'alcool est toujours là de manière massive, donc en effet, ça empêche puisque le regard des autres, le voisinage, les actes de danger, de perte de clés, de papier, se renouvellent, se multiplient. Et en fait, ce sur quoi on a mis l'accent et qui nous semble avoir été le déclic chez lui, c'est le fait qui peut paraître un peu léger de l'extérieur, qui s'intègre dans un groupe j'allais dire de graphes, c'était pas vraiment du graphe, mais c'était de l'art mural, puisqu'il a participé à un groupe qui a décoré un lieu. Enfin plus que décoré, c'était vraiment à la fois très réussi, et puis il a mis sa patte, il a créé du lien, il a été valorisé, il y a eu une inauguration. Et j'ai l'impression que cet événement, ça a fait vraiment basculer les choses, et ça l'a amené à accepter cet alcoolisme comme une maladie, à partir en cure, etc. Et le fait qu'il vibre peut-être aussi, qu'il soit pas juste je survis dans mon logement avec mes petites ressources, et puis en fait je suis enfermée dans mon logement et je peux rien faire d'autre. Et j'ai l'impression que c'est ça qui a permis que ça fonctionne, et on verra dans le temps, mais voilà, c'est là qu'on situe un petit peu le déclic chez ce monsieur. Il y a beaucoup d'éléments dans cette situation. Ouais, vraiment, merci. Enfin, moi, j'ai énormément de questions alors, c'est vrai que la première question, quand on parle de précarité, de la rue, on a souvent l'imagination, on pense à un profil type de personnes, et c'est souvent ce que vous venez de décrire, l'homme seul, souvent alcoolique, qui se traîne plein de casseroles et qui se retrouve à la rue. Est-ce qu'il y a aussi, est-ce que c'est vraiment que ces profils-là, ou est-ce qu'il y a d'autres profils ? Alors, dans la structure dans laquelle je travaille, on accueille vraiment des profils très très différents. C'est un milieu rural, donc comme c'est la seule structure, on accueille toute personne dépourvue de logement. Donc en effet, ça peut être des femmes, ça peut être des familles, des femmes victimes de violences souvent. Mais si je parle de plutôt ce public comme seul, c'est parce qu'en effet, c'est celui avec lequel on arrive le moins à aller vers le logement autonome et le maintien dans ce logement. Les familles, peut-être le fait qu'il y ait les enfants, ça amène de fait un rythme, une attention, même s'il y a beaucoup à faire et qu'il y a des personnes, je pense à une dame là qui est partie en logement autonome et qui n'a payé aucun loyer, qui n'a plus entretenu son logement, qui s'est complètement laissé glisser, et pour laquelle ça n'a absolument pas fonctionné. Donc il n'y a absolument pas de règle, je crois que chaque situation est unique, mais il me semble que les femmes ont peut-être plus de ressources, plus de possibilités d'être hébergées à droite à gauche, même si c'est précaire aussi. Malheureusement, il y a aussi un échange avec des services qui peut s'apparenter à la prostitution, qui est peu parlé, mais qui est, j'ai l'impression, très fréquent. Et peut-être beaucoup moins de facilité, en effet, pour les hommes à trouver des solutions de repli. Du coup, là, je me tourne un peu vers Emmanuel. Je sais que tu as aussi une expérience en CHRS. Est-ce que sur des postes de direction, est-ce que c'est des éléments que tu as pu retrouver, cette prégnance masculine dans les CHRS, peut-être plus de capacité de résilience de la part du public féminin, c'est des choses moi, aussi... j'ai une situation qui était un petit peu semblable, pour le coup ça n'avait pas fonctionné. Je m'étais renseignée après mon départ de stage. J'ai fait que 6 mois, donc sur 6 mois c'est pas très représentatif, on va dire, mais c'est vrai que j'avais une situation d'un monsieur qui était dans la rue depuis 15 ans en fait. Donc il y avait vraiment son lieu dans la rue, et en fait quand l'équipe mobile l'avait ramené, alors pour des raisons de santé, donc c'était via les liés Halte Soins Santé, donc en fait il avait la porte d'entrée entre guillemets par les liés Halte Soins Santé,
Et c'était vraiment pour des raisons, je me rappelle, c'était un monsieur qui avait des engelures, qui était vraiment... il a besoin de soins, quoi. Exactement, et du coup, ça a été vraiment très compliqué pour lui. On avait vraiment un travail en équipe pluri, on travaillait avec un médecin, avec une infirmière, les travailleurs sociaux évidemment, mais c'est vrai que le but c'était qu'il accepte les soins et derrière potentiellement d'être orienté en hébergement d'urgence. Et ça n'avait pas fonctionné, il était parti, un matin on était arrivé, effectivement il était reparti en fait par peur de se faire prendre son matériel du coup sur son on va dire, lieu dans la rue, et c'était assez perturbant parce qu'à la fois nous on avait vraiment cette volonté de l'intégrer, de l'accompagner ensuite sur toutes les autres démarches, et en fait pour lui c'était vraiment une crainte de quitter la rue et de se faire prendre un peu sa place dans la rue en fait qui s'était créé en 15 ans. Donc oui, j'avais un peu ce même type de profil, un monsieur à la cinquantaine, qui avait tout perdu et qui se retrouvait en fait dans la rue et qui voulait pas forcément sortir. Donc après, je sais que l'équipe mobile allait régulièrement en fait le voir. Au niveau des maraudes, on savait où il était, donc c'était vraiment d'arriver à créer du lien. Je sais qu'il venait de temps en temps proche du CHRS, je pense pour peut-être essayer de voir s'il reconnaissait des personnes, mais je pense que ça a dû être si ça a fonctionné, ça a dû être très long en fait, je pense. Bah oui, là tu penses 15 ans d'errance, c'est très long. Tu parles d'un monsieur qui est installé dans la rue, donc pour lui, dans sa représentation du monde, la sécurité elle est là, à cet endroit-là, et puis en plus c'est même pas sa demande, il a besoin de soins, il a pas formulé le souhait d'aller vers un logement. Donc déjà, quand les personnes formulent ce souhait-là, bien souvent on n'arrive pas à le concrétiser, alors qu'en plus, c'est par le soin. Enfin, ça nous arrive aussi d'accueillir des personnes après trop de temps à la rue, qui sont très abîmées, qui ont des crises d'épilepsie, qui ont besoin de se mettre à l'abri pour se soigner, c'est l'urgence. Mais si c'est pas leur souhait, leur volonté de se mettre à l'abri, alors là, c'est perdu d'avance, quoi. Nous on a envie, on se dit c'est ça qu'il faut, mais en fait si la personne n'en est pas elle-même à l'origine, ça peut pas fonctionner. Tout à l'heure, vous parliez, vous disiez le mot tilt en fait. Il faut qu'il y ait ce déclic-là chez la personne, et on voit bien que les parcours sont différents parce que ça peut être subi, ça peut être choisi. La rue, il y a les deux. Comment, est-ce que l'accompagnement est le même en fonction des personnes, et comment on arrive en fait à les amener à ce déclic-là. Ce tilt, comment on les accompagne pour ce tilt? Voilà, c'est la question qu'on se pose perpétuellement en fait, hein, c'est quand la demande de logement est exprimée, on voit que tous les freins sont toujours là, on essaie de lever les freins principaux qui nous sautent aux yeux, les dettes, la régularisation administrative, les ressources, une carte d'identité, des choses comme ça, mais en effet il faut que la personne soit persuadée qu'elle mérite ça, ensuite qu'elle va, comme on le disait tout à l'heure, on arrive dans son logement avec tous ses problèmes précédents, donc qu'est-ce qui va faire qu'elle va avoir envie de prendre soin. Et c'est pour ça que je parlais de ce monsieur, parce que on a quand même le sentiment que le fait d'arriver à vibrer, à avoir un début d'épanouissement personnel, quelque chose qui nous fasse vivre plus que survivre, c'est peut-être ça le tilt en fait, c'est ce qu'on essaie de créer. Alors on est tous sur des budgets serrés, on fonctionne à minima, à flux tendu, avec de l'argent public, mais ce côté léger, expression de la passion, il me semble que c'est... Est-ce que c'est juste leur redonner leur dignité qui fait qu'à un moment donné, ça permet aussi de prendre conscience. Ça peut passer par là. On essaie de travailler aussi avec une socio-esthéticienne. Alors là, plus sur un public de femmes, pour essayer de se réconcilier avec son image, pouvoir se regarder dans un miroir, en effet, par le physique, mais la dignité, c'est aussi soigner des traumas avec une espèce de honte qui poursuit les personnes par rapport à ce qu'elles ont vécu, et arriver à cicatriser, si on peut dire. Ça passe par énormément de choses qu'on connaît tous, en effet, le soin, arriver à parler de ces traumas, mais aller vers, on va dire, le loisir, l'expression d'une passion, c'est peut-être moins spontané pour les travailleurs sociaux,
c'est pas l'urgence, c'est pas... Ouais. On est sur du il faut qu'ils survivent à demain et finalement le théâtre ou la peinture, bon, c'est annexe. Ouais. Alors que des fois c'est vital, quoi. Et c'est ça qui va lui permettre de survivre. Et ça peut aider à récupérer une sorte de dignité, d'avoir un effet miroir avec les autres qui soit positif et faire tourner la roue dans un autre sens. Et juste, j'ai une autre question, parce que vous parlez quand même à côté des normes et le cadre dans lequel les personnes doivent rentrer pour pouvoir s'insérer. Quelles sont en fait ces normes? Qu'est-ce qu'on demande à une personne pour entrer dans un dispositif d'accompagnement ou d'insertion par le logement? On lui demande d'être en mesure d'avoir des ressources stables. Donc ça veut dire, si c'est pas de l'insertion par l'emploi, ce vers quoi on essaie de tendre toujours, mais bon, ça c'est dans le meilleur des cas. Si on bénéficie de minima sociaux, ça veut dire être en capacité de déclarer ses ressources au bon organisme, au bon moment, pour pas qu'il y ait de rupture, de bien les déclarer, pour pas avoir de retenue ensuite et de fait d'être en défaut de loyer derrière. De déclarer ses impôts, même si on n'a pas de ressources. On nous dit souvent j'ai rien à déclarer, donc voilà. Sauf que si on n'a pas d'impôts, ensuite l'aide au logement ne peut pas être calculée, etc. Donc sur le plan administratif, des ressources, pour assurer un bon paiement de ce loyer, c'est vraiment la première chose, c'est d'arriver à payer son loyer tous les mois, de prioriser ça. Ensuite, l'hygiène, parce que même s'il y a des personnes qui peuvent se maintenir dans un logement dans des conditions d'hygiène incroyables, il y a différents degrés. Au bout d'un moment, ça peut créer d'énormes problèmes d'infestation de bêtes, des problèmes de voisinage, et puis même aller à l'expulsion dans certains cas. Il faut pouvoir s'assurer. Si on renouvelle pas son assurance habitation, c'est pas le poste de dépense le plus cher, mais il y a des personnes qui se font aussi expulser parce qu'elles ne sont pas assurées. Et puis voilà, entretenir à minima des relations de voisinage, être capable de demander à quelqu'un de baisser le son sans lui hurler dessus, sans faire exploser une cocotte minute de colère. Voilà, c'est différents codes qu'il faut être capable de tenir, et finalement c'est quand même beaucoup quand on arrive de la rue et que les codes sont extrêmement différents. These days are gone, I feel so alone. And now I try so hard to keep my fears inside. Who's this man in a mirror? And your bed's the only place to hide. Will you show me the way? I've been waiting for your call, since you ran away. Take me through the great unknown, 'cause my bed's the only place to hide. See your face, but you haven't changed. You used to say the time's so on, but she's the pain. How would I feel? So when we meet again, and I hope you won't forget the night made a name. Moi j'avais une question pour Emmanuel, parce que effectivement
On sent bien qu'à la fois il faut prendre soin de la personne dans ce qu'elle est, dans ses appétences, parce que c'est ce qui va lui permettre peut-être un jour de sortir de la rue. Il faut aussi prendre soin de la personne dans des choses beaucoup plus concrètes, que ce soit du soin physique, du soin administratif, on va dire. Et ça coûte cher. Et il y a des budgets qui sont contraints. Et voilà, sur des postes où on doit faire ces arbitrages, comment ça se travaille en équipe de direction pour dire, ben là, je vais mettre plutôt le paquet pour payer une socio-esthéticienne, ou au contraire, ben non, on va plutôt voir si on peut embaucher une AS. Bah, nous, concrètement, les travailleurs sociaux étaient multifonctions. Hein. Pour le coup, que ce soit au niveau administratif. Alors après, on avait une infirmière, donc l'infirmière faisait l'aspect soins, le médecin, mais c'est vrai que sur la partie administrative, il n'y avait pas forcément d'agents spécialisés là-dessus. C'était vraiment les éducateurs, enfin moi je me souviens en tout cas, qui s'occupaient vraiment de toutes les demandes auprès de la CAF, enfin du CCAS. C'était vraiment les éducateurs qui le faisaient. Et qui même s'occupaient du courrier des personnes qui étaient hébergées en fait. Donc il y avait vraiment voilà, la volonté qu'il n'y ait pas de rupture justement au niveau de l'insertion par le logement. C'était pas toujours simple, mais c'est vrai que après au niveau financier, j'étais pas forcément on va dire, intégrée dans la boucle. On travaillait en lien avec d'autres associations pour justement pour les situations qu'on ne pouvait pas accompagner. On était restreint par le nombre de places. Après on avait les financements, on va dire, pour accompagner du soin jusqu'à l'administratif pour un certain nombre de places. Après, si effectivement on n'avait pas le plus, on n'avait pas le plus. C'était vraiment après un échange avec les autres associations pour se passer le relais. L'équipe mobile, en fait, c'était vraiment cette équipe qui était au départ et qui pouvait faire des signalements. Ensuite, nous, on intervenait. Et si on ne pouvait pas, parce que manque de place, donc pas le budget nécessaire pour se déployer davantage, c'était effectivement les autres structures qui prenaient le relais. Après, on sait très bien qu'il y avait sûrement des ratés. Hein. Parce que financièrement, on n'avait pas les moyens d'avoir plus de place, hein, c'est sûr. Ouais, je trouve ça intéressant parce que on dit souvent que les professionnels sont un peu à l'image du public, il y a quelque chose de reflet, mais je trouve qu'aussi au niveau des établissements, des structures, on l'est aussi quelque part. Et le milieu de la grande précarité, ils sont mal dotés. Et ils sont peu dotés. Alors on se plaint un peu partout qu'il n'y a pas d'argent, mais ça, c'est... Une fois qu'on a dit ça, on n'a à peu près rien dit. N'empêche que dans le cadre de l'insertion sociale, c'est quand même criant de vérité. Et en plus de ça, c'est un secteur qui est extrêmement politique. C'est-à-dire que... Oui, ça dépend de la ville. Et voilà, ça dépend de la ville, ça va dépendre du bord politique de la ville, ça va dépendre du département, ça va dépendre de l'État, et à partir de là, les financements, ils viennent ou pas. Le secteur du handicap est un peu plus préservé à ce niveau-là, puisque le handicap touche tout le monde, qu'on soit de gauche, de droite, etc. Oui, c'est évident qu'on a l'argent pour faire ce pourquoi on est là, du logement. Et après, on travaille vraiment beaucoup avec le réseau. À amener les personnes sur les associations locales, sur ce qui peut se faire à côté, et en effet, à moindre coût. Ouais. Ça, c'est sûr. Et après, je sais qu'on avait du mal aussi à négocier au niveau financier, parce qu'il y a beaucoup d'échecs en fait dans cette partie-là. C'est que l'insertion sociale, en fait, il y a peut-être 10 échecs qui pourraient à la fin avoir une réussite, et en fait forcément que du coup on ne mise pas tout de suite voilà, sur... on va pas dire on va financer plus de places parce que ça fonctionne. Parce qu'en fait ça fonctionne pas. Enfin, moi je pensais aussi aux violences conjugales. On avait énormément de retours. Alors, c'est pas le même profil, mais en CHRS j'avais aussi cette voie-là, et effectivement j'en voyais bien que une fois sur 4 ça fonctionnait pas, donc c'est beaucoup en fait en termes de chiffres. C'est à nous de transformer ces échecs en période d'apprentissage de quelque chose quand même, et puisqu'on dit qu'il y a à peu près 7 départs pour une personne victime de violence conjugale, on en a déjà fait un, on en a déjà fait 2, on peut espérer qu'on va arriver sur le bon départ à un moment, et qu'il en fallait de toute façon 2 avant pour qu'elle y parvienne. Et c'est pareil pour les personnes qui repartent à la rue. Il y a eu au moins cette expérience-là, et peut-être que la prochaine fois, on essaie de se dire ça, elle n'était pas prête là, et la prochaine fois, ça sera peut-être la bonne grâce à quelques petites choses qui se sont passées, mais c'est vrai que... c'est difficile à exprimer, on va dire, aux financeurs, on va dire. Eux, ils ne voient pas cette œil-là, ils voient des statistiques, et forcément... effectivement, parce que là, quand on a cette vision-là, on a peut-être tendance à responsabiliser les personnes
qui sont à la rue, qui ne veulent pas s'insérer, qui font pas d'efforts pour s'insérer, on va dire, comme ça, c'est une excuse en fait. Mais est-ce que pour autant, les politiques publiques se donnent tous les moyens de donner les moyens? Parce que forcément, l'insertion par le logement, ça veut dire des logements disponibles quand il y a une personne qui a besoin à ce moment-là parce qu'elle est prête. Et est-ce que ça, voilà, concrètement, comment vous le vivez? C'est une réalité. Là, on parle de ça comme si, de toute façon, on avait un logement et que, voilà, parce que c'est vrai que si en plus on rajoute toutes les difficultés à capter du logement malgré les loyers qui sont hors de prix, etc. Mais oui, c'est une réalité. C'est très compliqué. C'est très compliqué de maintenir ces dispositifs-là en l'état actuel du parc locatif, du prix de l'immobilier, c'est sûr. De toute façon, c'est une association de plein de choses. Le bon moment, le bon logement, je pense que oui, c'est... Donc oui, tout est fait des fois pour que l'échec soit... Alors c'est vrai, mais vraiment moi aujourd'hui je voulais amener un peu de positif parce qu'en plus il y a une ambiance plombante là avec des budgets qui se rétrécissent de partout, beaucoup d'angoisse. Mais quand même, il se passe des belles choses. Voilà, l'expérience du monsieur dont je parlais au début, son expression artistique, elle a été financée par les réseaux locaux. C'est pas quelque chose que nous on a mis en place. On l'a, on l'a juste écouté nous en parler et on s'est rendu compte que c'était sans doute ça qui, on va dire, permettait un aboutissement et un maintien de cette bonne image qu'il était en train de récupérer. Peut-être que je me trompe, mais ça rejoint ce que disait Emmanuel tout à l'heure. Quand eux n'ont pas réussi à un moment donné, il y a eu un relais d'autres associations, d'autres partenaires. Et finalement, on se rend compte que c'est le tissu associatif qui fait que voilà, ça aide, ça soutient et voilà, il y a une complémentarité. Ah oui, c'est ce qui change beaucoup, je trouve, dans toutes les associations aujourd'hui avec tous les publics qu'on accompagne, c'est qu'avant on avait une rigidité, c'est-à-dire qu'on proposait un service et au public de s'adapter à nos services, et aujourd'hui on tend vraiment à l'inverse, c'est-à-dire qu'on essaie de devenir plus flexible par rapport aux différents besoins. Si on peut pas y répondre, effectivement on essaie de chercher un réseau. Mais c'est vrai que voilà, on a tendance quand même aujourd'hui à beaucoup plus réfléchir justement et à assouplir nos accompagnements en fait, parce qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui tout accompagnement est très différent et c'est pas simple de trouver justement le déclic pour ces personnes-là qui peut être très varié selon les profils. Ouais, absolument. Et moi, je me posais la question aussi parce que tout à l'heure tu parlais de réussite ou voilà, d'une histoire de réussite. Du coup, ça veut dire en creux qu'il y a aussi des histoires d'échecs, beaucoup. Du déclic, c'est difficile de voir le déclic, qu'est-ce qui a fait déclic cette personne, pardon. Et en même temps, je me dis, c'est difficile de se dire qu'est-ce qui fait réussite chez cette personne. À quel moment on estime, en tant que travailleur social, que cette situation est une réussite? Est-ce que la personne, le fait qu'elle est appelée... Moi, je sais quand j'étais éduc en prévention spécialisée, pour moi, une réussite, c'était quand le jeune, il m'appelait. Voilà, je lui avais donné mon numéro de téléphone, il m'appelait. Derrière, il n'y avait rien qui se passait, aucune démarche, mais pour moi, c'était déjà un critère de réussite. Du coup, toi, dans ton travail au quotidien, à quel moment tu dis, ben là, on est quand même sur une démarche de réussite, ou en tout cas un processus de réussite? Est-ce que vous avez des petits indicateurs, Bien sûr, le fait en effet que la personne soit proactive de son accompagnement, qu'elle soit en demande, qu'elle n'ait pas compris tel élément, qu'elle ait envie de parler de ceci ou de cela, qui la chiffonne et qu'on arrive à attirer des fils et qu'elle rencontre des professionnels sur le plan de la santé ou autre. Et qu'elle commence à être suivie dans le temps, ça ce sont des petits indicateurs de réussite, la présence, ne serait-ce comme tu dis, la présence. Maintenant pour nous, la réussite c'est le jour J où la personne récupère les clés de son logement en étant partie de chez nous. Ça c'est vraiment un moment qui est vraiment chouette. Mais après on prend des nouvelles et nous on croise toujours les doigts pour que elle y reste en fait, et que... Parce que ce sont des baux glissants, c'est-à-dire que c'est des sous-locations et après ils peuvent rester dans le logement. Aujourd'hui il y a ça aussi qui existe et ça peut être aussi le jour du bail glissant où la personne devient locataire. C'est un moment aussi de réussite et de grande violence parfois pour la personne qui devient locataire finalement. Mais là sur les logements d'urgence, en sortie de CHRS
aussi, c'est pas si souvent que ça arrive, mais ça arrive. C'est l'objectif quand même. Pour moi, c'est ça la grande réussite avec un grand R. Mais après, il y a plein de petites réussites au cours de l'accompagnement. C'est des étapes, Ouais. en fait. Mm. C'est ça, c'est Ouais, d'accompagner La la première chose, personne. c'est être repéré, effectivement, c'est être repère, du coup, la Ouais. personne, parce que souvent c'est une personne, hein. Nous ça fonctionnait comme ça. Une personne repère, et quand déjà il y avait ce lien-là, c'était déjà une première étape. Parce que toi, Fanny, c'est en milieu rural, c'est ça? Et oui, c'est en milieu rural, donc c'est encore très différent Mais c'est pas des de la maraudes. jungle. C'est pas de la maraude, c'est vraiment des personnes qui sont identifiées parce qu'elles demandent un logement, parce qu'elles vont soit le perdre, soit elles l'ont déjà perdu, ou une rupture de quelque chose d'un peu précaire. Donc il y a une demande, ça vient d'une demande. Donc c'est vrai que nous, on accueille des personnes qui sont à l'origine du projet, en théorie. Hein. Mais bon, bien souvent aussi, elles ont rencontré un bénévole, la police municipale, un travailleur social. Le SAMU social, Qui, souvent. voilà, alors en rural, pas Pas en moins, rural, mais qui se dit, oh là là, cette personne, elle peut pas rester comme ça. Mais c'est vrai que si la personne, elle pense qu'elle peut rester comme ça, là, c'est très compliqué, mais ça peut fonctionner aussi. Faut montrer tout l'intérêt du travail derrière, en fait. Donc arriver à initier ce désir-là, ça peut être aussi une réussite. Ouais. Oui, Et puis ce sera une nouvelle génération de collègues peut-être dans 10 ans qui aideront cette personne à sortir parce que ça aura cheminé quoi, pendant pas mal de temps. Exactement. Mais en effet, notre objectif en équipe, c'est d'essayer d'arriver à ce petit moment de bascule là où on se rend compte que il n'y a pas que nous qui courons après ce logement autonome au bout, la personne aussi. Des fois elle court aussi Ouais. après ces logements. Ouais, on court à côté. D'autant plus que, comme tu le dis, c'est rare, c'est un produit rare, c'est un produit précieux, et en effet, il y a des personnes qui ne se rendent pas compte de la chance qu'elles ont, qu'on leur propose un tout petit studio, qu'elles trouvent hyper cher, hyper mal placé, mais ça va être compliqué de trouver mieux avec des toutes petites ressources. Donc c'est vrai que ça rajoute aussi de la difficulté. J'ai une question plus personnelle, c'est tu es amené à travailler, enfin à accompagner des personnes qui ont des parcours de vie chaotiques, des personnes qui sont abîmées par la vie avec des problématiques de tout genre. Comment on accompagne ces personnes-là au-delà de la question du logement, et là, c'est plutôt la question du lien, parce que il y a il y a un enjeu fort d'insertion. Comment on fait? Pour se protéger ou pour permettre... Pour se protéger, oui, aussi. Je pense que, comme dans tous les secteurs du social ou du médico-social, il y a le temps qui joue. Et c'est vrai que je me sens beaucoup plus protégée aujourd'hui que quand j'ai commencé. Après, avoir un cadre d'intervention clair, ça aide énormément. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je le fais? Jusqu'où je peux aller? Maintenant, c'est vrai que tout se passe dans le logement, donc on fait de l'insertion par le logement, mais c'est là qu'il y a aussi des fois la faim, la souffrance, de la violence, c'est là que tout se passe, donc au final on peut être amené à entendre beaucoup de choses, mais encore une fois le réseau, je suis pas là pour entendre ça, j'entends de la souffrance, est-ce que vous seriez prêt à rencontrer un tel ou un tel, parce que en effet on peut pas être le réceptacle de tout. Même si on cherche à ouvrir absolument cet espace de parole, le but c'est d'arriver à le transposer ailleurs et à recréer un autre lien de confiance avec un autre professionnel, parce que en effet en plus on pourrait faire des réponses complètement inadaptées sur des confidences qui peuvent se faire, ça arrive en effet très souvent quand il y a un lien de confiance se crée. Les addictions, même ça, juste ça, la gestion d'une addiction, c'est quand même... C'est un secteur bien spécifique, donc absolument. on ne pouvait pas tout assumer. Absolument, ouais. Donc moi je me raccroche beaucoup à ce cadre d'intervention, et puis après je pense que l'expérience blinde un petit peu. Voilà, je vois pas trop d'autres. Les premières réussites, peut-être aussi. Bon, il y aurait plein de sujets, parce que moi j'ai aussi plein de questions qu'on n'a pas abordées, mais j'espère qu'on pourra les aborder dans d'autres épisodes, parce que tu parlais de soumission, de liberté, soumission à l'institution, comment aussi on peut rendre ces personnes dépendantes de l'institution à trop vouloir intervenir, etc.
On va devoir s'arrêter là. Mais... Non, mais j'ai quand même une dernière chose. Alors, laisse la dernière question. Non, parce que c'était ma dernière question, mais j'ai eu ma réponse. Ma question, c'était, est-ce que vraiment tu crois qu'on peut sortir de la rue ? Oui, enfin, tu penses qu'on peut y arriver, il faut juste que les politiques publiques entendent qu'il y a des besoins aussi en termes de logement, en termes de réseau, en termes de moyens, et que ça ne repose pas que sur la bonne volonté de la personne. Ouais, absolument. Que ça, c'est un leurre, en fait. Que si elle n'est pas accompagnée, cette personne-là, ça ne marche pas. Et également le temps. Le temps est très précieux et on n'a pas le temps. On a des objectifs à atteindre, on doit rendre des comptes à un an d'activité et il faut prendre le temps. Plus l'errance est longue, plus on a besoin de temps. Ouais. Bon. On espère que ce podcast arrivera jusqu'aux oreilles de nos politiques publiques. Absolument. Ça fera écho. Merci beaucoup, Fanny. Merci, Emmanuel. Merci à toutes et à tous, merci à nos invités, c'était Babillage Social. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour échanger de nouveau autour des situations du social et du médico-social. Si vous aussi, vous avez une situation professionnelle que vous aimeriez partager, vous pouvez nous contacter sur contact@babillage-social.fr. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager cette émission.